une idée que les gens ont de se dire ouais, les médecins des fois ils disent des conneries, pas tous les médecins loin de là, et du coup ça ils vont partager. Tu peux nous donner les pourcentages? Ah, il a dit loin. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je reçois Alexis. Alexis, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Bienvenue dans le sud. Merci. On est à Nîmes avec une magnifique piscine bassin que vous ne voyez pas derrière. Pour une petite compète de CrossFit, et vu que toi t'es à Montpellier, on se capte. C'est ça. C'est toujours plus sympa de se voir en vrai. Alexis, j'avais quelques questions pour toi. On va discuter de pas mal de choses dans cet épisode, donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura plein de choses intéressantes. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ce que tu fais, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais actuellement, etc. Ok, alors Alexis Bachelet, je suis un des cofondateurs d'Overload Process Training. Donc c'est une team de coaching spécialisée dans la force athlétique. Donc actuellement on est 4 coachs et on a une team d'à peu près 180 athlètes. Et donc voilà, on a des athlètes de tout niveau, du débutant jusqu'au championnat du monde. Donc c'est un panel assez varié. Et à côté de ça, j'ai un business aussi sur le personal training qui prend beaucoup moins de place maintenant pour laisser un peu plus de place sur le online. Mais voilà, des petites choses un peu variées. C'est déjà pas mal. Un petit peu de séminaire aussi. Ok. Et puis voilà. T'as quel âge toi? Là, j'ai 24. Ok. Jeunesse. Vous êtes qui, monsieur? Bon, moi, je suis Simon. Je suis un pas chanté, Simon. Moi, je suis un peu en retard. Je dois me présenter, là, rapidement. Simon, 30 ans. Je suis cofondateur de Training Therapy. Ouais, je vais mettre le micro aussi, ça devrait capter pas trop mal nos deux voix, je pense. Parfait. 24 ans. Bon. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans tout ce que tu fais, c'est évidemment ton approche de la force, parce que c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est un sport qui est en pleine expansion. On va dire, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent. Comment t'expliquerais justement le fait que y a plein de gens qui se mettent au power actuellement? Merci les réseaux. Parce que nous, on a lancé OPT, donc là en janvier, ça fera 5 ans. Et franchement, les débuts, c'était pas ça. Dis-toi, je pensais même pas pouvoir faire mon activité principale dessus. C'est sûr que t'avais 19 ans quand t'as lancé? Ouais. Ok. J'étais, quand j'ai lancé, j'étais en milieu de parcours L3 en licence. Donc j'avais 20 ans. Ok. Et parce que là, je vais avoir 25. Et du coup, au début, on a lancé OPT. On pensait que ça allait être plutôt un complément, tu vois, de quelque chose d'autre. On était avec mon associé, du coup, Mehdi. On était en licence pour faire de la préparation physique. Donc, je pensais qu'on allait plutôt se destiner à ça, tu vois, préparer des équipes de rugby, équipes de foot. On partait plutôt là-dessus. Et avoir l'AFA qui était la passion comme complément. Finalement, ça a pris un tel essor avec les réseaux sociaux, le développement des compétitions, le nombre de participants qui est vraiment énorme. Ça n'a rien à voir avec le début. Que finalement, ça a switché comme ça. Pour te dire, au début, la première année, je crois qu'on coachait, du coup, il y avait un troisième fondateur. À nous trois, on devait coacher 30 personnes au bout d'un an, ce qui est peu. Bon, c'est déjà pas mal. C'est correct, mais quand tu compares à maintenant, avec le même nombre de coachs, quasiment, on est 4, on est 180, et les coachs ne sont pas encore pleins, le sport s'est vraiment développé. Et c'est les réseaux, à 100%. Qu'est-ce que vous aviez mis en lumière pour vous dire, OK, il faut qu'on propose quelque chose dans cette branche-là? Est-ce qu'il y avait un manque, selon vous? Déjà, il n'y avait pas de coach. Il y a en fait le côté professionnel de la force athlétique, c'est en train d'arriver sur le tard là. C'était pas du tout professionnalisé comme sport. Il n'y avait pas de coach vraiment à part entière connu qui vivait de ça uniquement. C'était tu vois le mec qui a son club associatif et qui veut aider les gens qui sont licenciés, mais pas des coachs professionnels là-dessus. Et on s'est lancé, en fait, on était les premiers avec un ami à nous qui s'appelle Florent Blanc. On a été les premiers à proposer ça en France. On s'est inspiré un petit peu aussi de ce qui se faisait aux US parce qu'il y avait un petit peu de maturité précoce là-bas. Comme d'habitude, mais environ 3 ans d'écart, je dirais, sur le développement du sport. Et du coup, on voulait faire de notre passion notre métier aussi, parce que tu allies l'utile à l'agréable, quoi. C'est toujours plaisant. Et il n'y en avait pas, donc forcément, il y avait un public à prendre aussi. Stylé. Ok. Du coup, tu me dis que c'est les réseaux qui ont amené ce développement accéléré de la force. Est-ce que justement c'est grâce aux têtes de gondole, on va dire, genre Pana, Lia, tout ça? Ah bah oui, c'est sûr, automatiquement, ils ont une telle visibilité. Et comment t'expliques que la lumière elle soit arrivée sur eux comme ça?
Parce qu'à la base, tu vois, c'est pas du tout une critique de ce sport, mais c'est pas stylé. Ah non. Bah, tu portes une combi qui est dégueulasse, tu vois. Les physiques, ils sont pas forcément gracieux pour tout le monde. C'est hyper redondant. C'est pas fun pour s'entraîner en FA, tu vois. Qu'est-ce qui a amené cette explosion? Bah déjà, en fait, ce qui, eux, les a fait connaître par rapport à nous, parce qu'ils sont beaucoup plus connus que l'aspect coaching, ce qui est normal, c'est leur performance. Eux, ils communiquent beaucoup sur leur côté athlète, et nous, plus sur le côté coaching. Donc forcément, ça attrait moins. Les postes qu'on peut faire, ça va plutôt être de l'éducatif. Les postes qui vont marcher pour eux, ça va plutôt être un PRO deadlift, un PRO squat, tu vois. Et du coup, ça touche beaucoup plus de monde parce que tu peux facilement t'identifier dessus, dans le sens où le type qui s'entraîne juste en muscu, dans une salle classique, il peut faire du squat, du bench, du soulevé de terre. Donc, c'est quelque chose qui peut être atteignable pour lui, ou en tout cas, il peut faire un effet miroir avec sa pratique à lui. Si le mec, il fait un petit peu de muscu et qu'il cherche un petit peu la performance, mais sans plus, généralement, il pratique au moins le coucher ou au moins le squat avec. Donc, il peut faire un parallèle avec lui, et je pense que c'est ce qui fait cliquer déjà. Et ce qui a dû bien marcher pour eux aussi, c'est tout leur système de collaboration avec d'autres personnes connues. Forcément, tu ramènes les abonnés de chacun chez l'autre, et puis du coup, tu grossis petit à petit, quoi. Eux, ils sont dans la même. Ils étaient dans la même équipe. Enfin, équipe. Ouais. Genre groupe d'entraînement. Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Donc, toi, vous, avec Mehdi, vous créez votre système. Ouais. Moi, j'aime bien appeler ça des écosystèmes. Je pense que ça rentre dans le cadre. Quelle plus-value par rapport à ce qui se faisait déjà vous apportez à vos athlètes? Bah déjà, il y a tout le système online qui était très peu utilisé en FA. Comme je te dis, jusqu'à présent, c'était plutôt des coachs qui étaient généralement dans l'associatif, et du coup qui coachaient en direct quand tu avais un adhérent qui arrivait. Donc nous, tout le système online est tu vois, carré en fait, plutôt côté pro, avec une certaine nomenclature qui reste de la même façon, une certaine hiérarchie dans la programmation, un système de retour qui est assez ancré avec les retours WhatsApp de l'athlète, puis les retours du coach sous 24 heures, etc. En fait, amener tout un cadre qui a permis de professionnaliser la chose, je pense. Comment tu as construit ça? Genre, tu t'es dit dès le départ, je veux qu'il y ait un cadre ultra précis, ou tu as lancé et au bout d'un an, quand tu avais tes 30 athlètes, là, tu t'es dit, ce serait peut-être mieux de faire comme ça, je vais peut-être utiliser plus WhatsApp, comment Alors, progresser? Avant de lancer OPT, moi, ça faisait déjà 1 ou 2 ans que j'avais déjà commencé à coacher depuis ma L1 STAPS, parce que j'ai commencé à bosser dans une salle. En L2, quand je suis rentré en entraînement sportif, du coup, et en L3, on avait la prise en charge des années précédentes. Donc, quand tu es en L3, tu coaches les L2 et les L1. Donc, tu commençais à mettre un pied dedans. La force athlétique Ouais, le STAPS de Montpellier, c'est celui qui est le plus réputé en France pour la FA, l'haltéro, la préparation physique. Il y a un des meilleurs DU avec plus de 30 intervenants, des gars qui sortent bien du lot. Donc, c'est bien connu pour ça. Il y a des bons équipements, des belles installations. Et du coup, donc le système de coaching avec le côté programmation assez carré, etc., je l'avais déjà en amont de créer OPT. Et je coachais déjà quelques athlètes avant de commencer OPT. Et c'est venu comme ça, en fait. On coachait, donc il y avait un troisième fondateur qui s'appelait Youssouf, qui bosse plus avec nous maintenant. On avait tous environ 5 coachings, et on était amis, on s'entraînait ensemble. Et on s'est dit, plutôt que de faire 5, 5, 5, pourquoi on ne fait pas un collectif de 15? On s'associe, on arrive en compétition, du coup ça en jette plus. On essaie d'avoir un logo, comme ça tous les gens voient le même logo sur le t-shirt. On a une identité visuelle qui tape dès qu'on arrive en compétition. Et l'idée, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est arriver sur un championnat de France où on est 30 ou 40, tous avec le même t-shirt, tout le monde le reconnaît, et être un petit peu la référence dans ce milieu-là en termes de coaching. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à ce que ce soit voyant, que ce soit connu, que ce soit une marque entre guillemets? Pourquoi, tu vois? C'était quoi le but derrière? C'est toi qui as eu l'idée ou c'était... C'était une idée commune en vrai. Ouais. C'est une idée commune, tout simplement pour avoir de l'expansion dessus et voir plutôt à long terme, parce que si tu vois petit, je pense pas que tu peux aller très loin non plus. Donc d'où l'idée d'en fait unir nos forces pour essayer de grandir ensemble et avoir un gros collectif et de faire de cette passion du coup son métier par la suite, quoi. Tu reviens à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est important je pense de réussir à allier le plaisir de l'entraînement et du sport que tu aimes à ton métier, mais il faut aussi avoir une vision un peu long terme dessus, et le fait d'avoir créé une marque, une société de marque, tu dis donc c'est une marque d'ailleurs qui s'est déposée ou... C'est pas une marque, non. C'est on pourrait.
c'est une association pour l'instant. Tu peux déposer la marque quand même, non? On peut. Ouais. Et du coup, tu as l'association OPT. Donc, il y a les textiles qui sont dessus, la rémunération des prestataires vidéo, etc. Et après, le coaching, c'est chaque coach qui est indépendant et qui reçoit son coaching à côté. Ok. C'est intéressant. Du coup, aujourd'hui, les gens, t'as plus l'impression qu'ils connaissent Alexis, Mehdi ou OPT? Si tu vas sur les compétitions, je pense qu'ils connaissent plus OPT parce que c'est ce que tu vois sur les t-shirts, c'est l'image qui en ressort. Après, quand un athlète s'adresse pour du coaching, je dirais qu'on a 60% des demandes en perso, 40% des demandes sur OPT en général. Ok. Et donc, ouais, on a une plus petite majorité qui vient pour nous spécifiquement, pour le coach. De par l'image qu'on ressort, parce qu'on a nos identités qui sont différentes, tu vois. Il y a Mehdi, il y a Ludivine et Mohamed maintenant qui bossent avec nous. Et en fait, chacun a ses spécificités. C'est bien qu'il y ait une femme aussi. Ouais, c'est bien. Et puis peut-être aussi en fonction des retours des athlètes qui sont passés par chaque coach, ils vont dire ah, lui, c'était trop bien avec lui, l'expérience. Ouais, bah après, c'est beaucoup sur recommandation aussi. Ouais. En fait, souvent, ce qui se passe, hein, c'est que tu en coaches un et son cercle d'amis ou de gym partner va te contacter une fois qu'il veut se mettre à la place. Et ouais, bah forcément. Du coup, aujourd'hui, c'est 180 athlètes. Oui. 4 coachs. C'est ça. C'est équitablement réparti ou non toujours Avec donc Mehdi et moi, on est sur un nombre entre 50 et 60 athlètes par coach. Ludivine, elle est rentrée du coup en mai dernier, donc ça fait un peu plus d'un an. Là, elle est sur 35-40. Et Mohamed, on l'a fait rentrer en janvier. Et là, actuellement, il est à 22. Donc, on fait monter crescendo. Parce qu'en fait, faut pas se leurrer, tu vois, faut apprendre à bosser aussi. Même si le type a des compétences, tu vois, Mohamed, il sort d'un master, il sait très bien coacher, il a un super bagage. Mais gérer du monde, c'est pas, enfin, ça s'invente pas, tu vois, il faut y aller petit à petit. Et on aurait la possibilité de le mettre directement à 40, mais c'est pas une volonté de notre part. Je préfère faire les choses petit à petit, qu'il apprenne à bosser, qu'il apprenne à encaisser, parce que vous le savez, quand tu fais tes retours, si tu as des mecs qui ont des problèmes ou un truc un petit peu négatif, ben toi, tu fais un peu éponge. Et donc, si le coach, tu le lances et tu fais éponge de 50 personnes, peut vite partir en burn-out, tu vois. Donc. Au final, le rôle du coach, tu vois, pour moi, c'est de l'accompagnement, tu vois. C'est le WhatsApp, c'est vraiment de l'accompagnement, écouter ton athlète, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est aussi ça qu'on aime, tu vois. Bien sûr. Et en effet, si tu commences à gérer 50 personnes, pas d'un coup, c'est pas possible. Et le travail va être d'une moins bonne qualité, enfin, je pense que par rapport à vous, ce que vous êtes habitué à faire, et du coup, ça va créer vraiment une démarcation. Complètement. Franchement, je préfère que lui gagne moins, nous, on gagne moins sur le court terme, mais que ce soit périn sur l'avancée, tu vois. Et c'est pour ça que là, du coup, en janvier, on va en faire rentrer un 5e. Et l'idée, en fait, c'est de faire rentrer le 5e sans forcément que les autres soient déjà pleins. Et de le faire monter petit à petit pour qu'ils prennent les rênes au fur et à mesure et que les autres continuent de monter aussi crescendo. Parce que tu vois, Mehdi et moi, ben, on a appris à bosser avec 5, 10, 15, 20 jusqu'à 50, mais sur 5 ans. Et Ludivine, tu vois, elle est au bout d'un an à 35, ce qui est déjà énorme. Donc, il ne faut pas non plus griller les étapes, je pense. Donc, on les limite sur un nombre quand même. Ouais, c'est bien. Est-ce que vous avez justement défini des deadlines avec, OK, au bout de 3 mois, je veux qu'il ait un client, 6 mois, on est... Ouais, ça du coup c'est Mehdi et moi qui checkons ça. Et en fait on avise et on adapte en fonction du retour sur les réunions qu'on fait tous les 3 semaines à peu près en équipe. Okay. On adapte ça sur les retours que fait le coach. Donc on lui demande est-ce que tu te sens bien, est-ce que tu as des difficultés, est-ce que tu as eu des arrêts, des nouvelles entrées. On fait un petit peu un point avec tout ça. Et si la personne est à l'aise et que nous on estime que ça fait 3 mois qu'elle a un nombre d'athlètes constant et que le résultat est bon, qu'on a de bons retours positifs, etc. Ok, on peut peut-être en rajouter 3 pendant 2 mois, puis on stabilise et petit à petit, tu vois, on monte comme ça. Comment est-ce que vous jugez du fait que le travail, il est entre guillemets bien fait, parce que c'est toujours compliqué, t'as pas envie de contrôler non plus, voilà, je pense que tu leur fais confiance. Bien sûr. Mais comment tu vas juger ça? Tu vas demander un retour au client pour la marque? Alors, je vais pas
moi directement, Alexis, fondateur, envoyait un message aux athlètes de Ludivine en demandant est-ce que tu trouves que le travail est bien fait? Parce que sinon, ça peut très vite décrédibiliser son truc. Non, déjà, c'est quelque chose de simple. Si tu vois des athlètes progresser, même si on sait qu'il peut y avoir des périodes de stagnation, tu vois, Ludivine, tu checks ses stories, il y a 15-20 athlètes continuellement tous les jours qui postent nouveau PR, machin. Donc, tu peux te dire déjà que ça se passe plutôt bien. Il y a une bonne dynamique. Elle a une super image parce que elle décroche des sponsors, etc. Donc, elle sait gérer son image d'athlète à côté aussi. Et franchement, le coaching, ça tourne super bien parce que du coup, on la voit en compétition, elle nous accompagne et ses athlètes font des bons matchs déjà, tu vois. Donc, c'est un bon indicateur déjà de progression, je pense. C'est des retours officieux sur la page, peut-être. On vous dira, ouais, tu vois, on a mis je crois que ça fait un mois. On a fait une page Google là pour les avis. Il y a déjà 103 avis avec 5 étoiles partout. Bon, je pense pas qu'on les paye, tu vois, pour mettre les étoiles s'ils le mettent de leur plein gré. Bien sûr. Donc, non, franchement, il y a tous les indicateurs qui sont au vert et j'ai pas besoin d'aller fouiller plus loin, je pense, pour voir ça. Après, ça peut mal se passer avec un cas en particulier et du coup, c'est pour ça qu'on leur demande est-ce qu'il y a eu des arrêts et ensuite tu cherches pourquoi il y a eu l'arrêt. Est-ce que ça vient du coach? Est-ce que ça vient de l'athlète? Est-ce que ça ne matche pas entre les deux? Parce que, tu vois, tout le monde n'est pas fait pour s'associer non plus. Généralement, ça vient d'où? Généralement, ça vient de l'athlète. En vrai, je veux pas faire ma mauvaise langue, mais c'est souvent Généralement, c'est rarement quelqu'un qui est en collaboration depuis 2 ans qui arrête. Ou alors celui qui est en collab depuis 2 ans, c'est qu'il arrête pour changement de vie pro, soucis financiers, etc. Mais rarement pour quelque chose qui se passe mal. Souvent, ça, c'est des arrêts de 2-3 mois. Tout simplement que ça ne matche pas ou que l'athlète n'est pas assez sérieux par rapport à ce qu'on lui demande nous. Hein. Il n'avait pas les attentes au départ, il a vu la lumière, quoi, on les appelle comme ça. Ouais, il a vu la lumière et puis la demande qu'il fait au départ n'est pas en corrélation avec l'investissement qu'il va avoir ensuite. Donc nous, si tu nous dis on veut tel résultat et tel objectif, nous on met en place les choses pour y arriver avec quelque chose de carré. Si tu suis pas le truc de manière carrée, ça marche pas, et du coup ça matche pas entre les deux. Est-ce que ça vous arrive de dire ouais bon on arrête le suivi, genre vous en tant que coach à dire à un athlète on arrête le suivi? Facile. Ça nous est jamais arrivé à proprement parler. Par contre, je pense que quand le coach ou quand l'athlète a ce truc en tête, ça se ressent de l'autre côté, ça se fait naturellement. Mais j'ai jamais abordé le sujet avec quelqu'un de je veux arrêter avec toi. Par contre, j'ai déjà dit je te prends pas avant de commencer. Tu vois, j'ai des athlètes qui m'ont contacté. J'ai des athlètes qui m'ont déjà contacté et le premier message vocal c'est salut Alexis, je te contacte. J'arrive plus à m'entraîner au deadlift depuis 1 an et demi parce que j'ai des douleurs récurrentes au dos. J'arrive pas à surcharger, etc. J'ai des pincements, machin. Donc là, j'hésite pas à lui dire ok, plutôt que de me payer mon coaching et que je fasse la partie réhab, tu vas déjà te diriger vers des gens qui sont compétents en réhab, pardon. Tu vas créer une certaine tolérance. Et quand tu vas arriver à accumuler 1-2 mois d'entraînement sans être trop limité structurellement, là, on commence le suivi. Tu vois. Mais j'ai pas de mal à renvoyer vers quelqu'un d'autre. Ça me dérange pas. C'est ce qu'il faut au final pour que ta satisfaction client elle soit... C'est ça, parce que si le mec te sollicite et que toi, tu peux pas régler son problème, voire même que tu l'aggraves derrière, donc ça te fait juste de la mauvaise pub. Voilà. Pas avoir 103 avis à 5 et 1 à 2, tu vois. Et au-delà des douleurs, si la personne est présente genre des objectifs qui sont pour toi non atteignables, ou disproportionnés par rapport à ce que tu penses dont il est capable, comment tu organises des choses? Est-ce que tu lui dis non ou est-ce que tu essayes de l'orienter vers d'autres objectifs pour potentiellement bosser avec lui? Alors déjà, on a tous toujours un appel visio de départ de 20 minutes à 1 heure avec chaque client, même de débuter. Même qui signe. Oui. Ok. Pour qu'on puisse remplir du coup le questionnaire, pas à chaque demande, hein, à chaque demande où le client s'engage à faire le coaching. Ok. Parce que sinon je perds trop de temps après. chaque demande, tu gères comment? Deux cas de figure. Imaginons, voilà, je me dis, ouais, bon, vas-y, mon squat, il est éclaté. Je t'envoie un message, mec, il faut que je fasse 250 au squat dans 1 an. Donc là, déjà, tu viens vers moi, tu connais le tarif et tu es prêt et tu es engagé à débuter le suivi. C'est bon, ça. Donc là, je pars du principe qu'on va bosser ensemble. Okay. Donc on réserve un appel visio. Je fais confiance. Ouais. Okay. On fait un appel visio.
J'ai mon questionnaire, donc j'ai ma trame, donc les informations générales. Ensuite, informations spécifiques. Et du coup, on va venir à ce que tu m'as dit là. J'ai un encadré avec les objectifs. Tu vas m'annoncer, je veux 250 en un an, tu as 160. Je te demande quelle est ton expérience, ça fait combien de temps que tu t'entraînes, etc. Je vois si c'est réalisable ou pas, mais bon, dans la majorité des cas, 90 kilos en un an, c'est pas faisable pour personne, tu vois. À part si tu as 60, mais c'est rare. Du coup, je vais essayer de te driver vers le fait que, bon, ton objectif, il est peut-être possible d'ici 4, 5 ans, pourquoi pas. Je suis pas devin, à chaque fois je réponds ça, je suis pas devin, je suis pas magicien, tu vois, je peux pas te dire tu vas avoir tant à tel moment, c'est pas faisable. Même si j'ai la meilleure progrès du monde, ça se trouve tu vas mal dormir et du coup ça va pas marcher, tu vois. Donc il faut vraiment poser les bases là-dessus et dire au mec on va faire le max. Enfin en tout cas moi je vais donner mon maximum pour te faire progresser le plus possible, c'est dans mon idée. Toi tu vas devoir donner le maximum pour avoir les résultats escomptés. Mais par contre, si je vois un truc déconnant, je dis direct, 90 kilos en un an, c'est impossible. Okay. Si ça en décourage certains, et qu'il est découragé dès le premier appel, c'est tant mieux parce que j'ai pas besoin de bosser avec lui. Si j'ai quelqu'un qui est découragé juste au bout d'une minute, il tiendra jamais ma prog pendant 2 ou 3 ans, et moi je veux travailler que sur le long terme. Ça arrive ou c'est jamais le cas? C'est déjà arrivé, mais très rarement, franchement. En 5 ans, ça a dû m'arriver 2-3 fois. Ouais, au final, je pense que les athlètes de force athlétique, ça va pas se faire. Enfin, ils sont un minimum éduqués, quoi. C'est ça. Et puis, tu vois, en fait, nous, on a un public qui n'est pas à majorité débutant. On a souvent le profil typique, c'est un athlète qui a 2-3 ans d'expérience dans la FA, qui a déjà plus ou moins commencé la compétition, donc il connaît un peu les rouages du système et comment ça se passe en FA, et que les efforts sont très demandants pour des résultats qui sont, entre guillemets, faibles et lents. C'est comme ça que ça fonctionne en force. Hein, donc. Il y a combien d'adhérents en force athlétique? Franchement, je ne veux pas dire de bêtises. Je crois que c'est 20 000. Sauf que les chiffres, ils sont faussés dans le sens où tu as les licences loisirs et compétition. Et tu as des associations dans des villages où il y a un seul combo de FA. Personne ne fait de la FA. Sauf que tous les papis-mamies sont licenciés en loisirs. Donc ça fait des licences, mais elles ne sont pas vraiment actives. Tu vois. Okay. Bon, après, tu as tous les gens qui en font pour eux-mêmes sans faire de compète. Ouais, complètement. De toute façon, maintenant, tu te déplaces dans un fitness park ou dans un basic fit, c'est rare quand tu vois pas une ceinture SBD et un mec avec des chaussettes jusqu'au genou. Est-ce qu'il y en avait la dernière fois à fitness park là? Il y a 2 mecs qui faisaient du TR, mais... Ouais, mais ils n'avaient pas le truc SBD. Mais on allait s'entraîner dans une salle de force à Toulouse. Comment ça s'appelle? Avec de l'haltéro ou pas? Ah, ouais, j'ai oublié le nom, mais je vois ce que c'est. C'est dans un gymnase. Ouais, le boss, c'est Nicolas, il s'appelle. Peut-être. Petit costaud chauve. Oui. Ouais, moi, c'est lui. Il y a moyen. C'était la première. Très bon club. C'était first time. Alors, vous n'êtes pas fait écraser par les barres? Non, ça va, j'ai passé mon 180 au deadlift. D'habitude, tu tires sur barre d'haltéro? Ouais. Ça t'a pas fait bizarre? Ça allait? Franchement, ça allait. C'est plus stable. Ok. Souvent, c'est le décollage qui est plus compliqué, parce que vu que tu as moins de slack sur ta barre, tu prends un peu un mur, donc posturalement, ça peut défixer un peu plus. Peut-être un peu. Oui, ouais. C'est sûr, si tu fais une barre à 300... Sur le squat, c'était mieux, c'était plus agréable sur le squat. Ouais. Ça dépend de ta manière de squatter. Si tu as l'habitude d'être très agressif avec le rebond, il y a des haltéros qui prennent le rebond justement pour donner une inertie. Par contre, quelqu'un qui contrôle son squat, il sera mieux sur un squat de FA généralement, parce que c'est plus compact. Du coup, tu as moins besoin d'équilibrer. Ouais, carrément. Pour en revenir aux athlètes, est-ce que toi, tu fais un choix sur les athlètes que tu prends à l'heure actuelle, sachant que là, je pense que toi, tu es full en termes de capacité. Ouais, ça fait plus d'1 an. Au bout d'un moment, c'est plus possible de prendre plus de monde parce que ta qualité de suivi baisse. C'est ça. Obligatoire, tu n'as pas un temps qui est limité. Exactement. Est-ce que actuellement tu choisis ou est-ce que tu laisses quand même le hasard faire que tu... Avec Mehdi, on se limite à entre 55 et 60, mais vraiment grand max. C'est rare quand on reste à 60 parce que c'est vraiment une grosse charge de boulot, surtout en FA. Donc là, ce qui se passe, c'est que depuis 1 an à peu près, je suis à ce quota-là. Des fois, j'en ai qui arrêtent. Donc si j'en ai 1 ou 2 qui arrêtent, je me dis soit j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour développer d'autres choses à côté, gérer un peu plus les équipes, etc. Donc je me dis, les 2 en moins, ça va me libérer un peu de temps pour faire autre chose. Soit je me dis, ça va, ça tourne bien, je peux en reprendre 2. Mais par contre, forcément, je vais sélectionner les profils qui déjà m'intéressent.
et qui ont un projet particulier, tu vois, un truc qui me fait un peu vibrer dessus. Parce que j'ai pas forcément nécessité de prendre un débutant maintenant. Enfin, ça va à mes coachs, quoi, tout simplement. Donc ouais, avec Mehdi, on fait le choix très clairement et on s'impose rien. Comment tu fais pour gérer quand tu as 60 athlètes? Parce que j'imagine, dans mon intention, j'imagine que les gars, ils t'envoient leurs vidéos de squat, de deadlift, sachant qu'ils s'entraînent tous les jours pour la plupart. Enfin, j'imagine qu'ils sont entre 3 et 5 fois semaine. Ouais, une grosse fréquence. Toi, tu checkes toutes les vidéos sur WhatsApp, c'est long. C'est très long, c'est très long. Et tu vois, on en revient au truc du début. On est professionnel là-dedans et on fait que ça et c'est notre job à plein temps et c'est pas pour rien parce que franchement, les semaines qu'on s'enquille, elles sont très costauds. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça, on en parlera peut-être après, mais quand tu as 50 athlètes, tous les jours tu as des retours. Tu as les retours vocaux et écrits en plus des vidéos. Donc il faut checker ça. Merci le x2 sur WhatsApp. Tu sais que quand j'écoute en x1, j'ai l'impression que le mec parle au ralenti maintenant, parce que j'écoute tout en x2. Mais du coup, oui, ça prend énormément de temps. Et là, actuellement, les semaines, elles font pas moins de 60 heures, 70 heures pour moi. Est-ce que tout compris, c'est viable sur le long terme ou pas? Moi, je me dis, ça fait 5 ans, donc c'est déjà que ça tient plutôt bien. Okay. Après, l'idée, personnellement, c'est pas de rester à 60 toute ma vie. Là, tu vois, on embauche des coachs. Donc, forcément, il y a une rétribution qui se fait sur chaque coaching. Donc, ça fait un revenu qui rentre, entre guillemets, passif, même si c'est plutôt semi-actif, on va dire. Donc, l'idée, c'est pouvoir réduire la part de coaching et pouvoir m'investir plus sur la gestion des équipes. Parce que finalement, là, depuis un bon 6 mois, je rentre un peu pas dans le dur, tu vois, mais je comprends comment ça fonctionne. Et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Les réunions, mettre en place des process pour essayer d'automatiser certaines choses sur lesquelles tu passais du temps initialement pour essayer d'en passer un petit peu moins ensuite. Donc ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'aime bien m'investir aussi sur les séminaires de plus en plus, là. Donc moi, j'aimerais bien réduire la part de coaching petit à petit, sans forcément perdre en qualité de vie ou en revenu. C'est juste, un décalage, en fait, vers autre chose, quoi. Oui, toi, tu vas plus te diriger vers le côté entrepreneuriat. Ta marque. Plutôt que sur l'aspect vraiment purement compétent. Moi, je veux en garder parce que j'adore accompagner mes athlètes de bout en bout. Là, tu vois, dans 2 semaines, on part faire les championnats d'Europe, je me déplace. Pourtant, je ne peux pas coacher, hein, c'est les coachs de l'équipe de France qui coachent. Fin août, on part en Roumanie pendant 1 semaine pour accompagner nos athlètes aux mondiaux. Enfin, c'est vraiment des choses qui me font kiffer. Mais si j'ai la possibilité de le faire peut-être avec un cercle de 30 athlètes, ça me suffirait, tu vois. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, carrément. Mais du coup, ça me délesterait de la moitié déjà. C'est énorme. 60, c'est énorme. Enfin, nous, on est monté à combien, nous? Je suis en 45, je crois. Ouais, chacun. C'est costaud, hein. Là, moi, je pense, aujourd'hui, tu vois, avec le recul, pardon, je me dis 30, franchement, nous... 30, c'est bien. C'est le max. Peu importe. Actuellement, avec nous, tout ce qu'on gère à côté, c'est pas faisable en soi. Enfin, on flirte toujours avec ça, mais c'est pas ouf. Si tu fais que ça et que t'as pas toute une gestion administrative, voilà, c'est ça. C'est ce que je dis. J'en parlais avec mon associé. Je lui ai dit, si on avait juste le travail feedback prog, les 55, j'aurais pas l'impression d'être en vacances, tu vois, mais ça serait tellement simple pour moi. Parce que là, c'est vraiment, je pense que ça doit faire du 65% de mon temps sur ça, et les 45 autres, les 35 autres ailleurs. Tu utilisais quoi comme logiciel? Google Drive avec un sheet. Et c'est un sheet où moi je dois le remplir et où l'athlète doit le remplir aussi. Avec RPE, charge, note athlète, un fichier data tracking à côté pour isoler un peu les paramètres externes à l'entraînement. Voir s'il y a un truc qui coince, est-ce que tu as suffisamment dormi, mangé, est-ce que tu es stressé ou pas, avant de remettre en cause toute la programmation. Donc il y a ça, et ensuite WhatsApp. Il n'y a pas d'application. Simple, efficace. C'est ça. Pour la force, en vrai, ça suffit. Je pense que c'est bien. On s'était posé le choix de l'appli, sauf qu'on est tout le temps en train de modifier tout de A à Z. Et moi, pour la force, il n'y a pas forcément besoin, parce que tu n'as pas un panel d'exercices qui est non plus... Ouais, c'est ça. Ça reste restreint. Je sais pas, si tu as 120, 150 exos, tout le monde déjà, bien sûr, suffit largement, je pense. Et en soi, c'est pas pour réduire les progs de force, mais c'est pas
je pense que c'est pas le truc où tu passes le plus de temps à créer la prog. Et en vrai, ça dépend le profil. Ouais. Ça dépend le profil, si tu as vraiment une problématique. Ça dépend surtout à quel moment. Parce que nous, tu vois, on fonctionne sous forme de cycle. Et le cycle, il va pouvoir comporter 2, 3, 4 blocs, par exemple. Un bloc, c'est 4 semaines, on va dire, de manière générale. Donc, quand tu viens au bout de ton cycle et que tu dois analyser les 4 blocs, donc entre 15 semaines à peu près. Tu as déjà fait 4 semaines qui sont les mêmes avec juste une incrémentation de la charge. Ouais, après, tu peux avoir des modifications qui viennent dedans. Ouais. Tu changes pas toutes les semaines la prog. Ça dépend des gens. Non, tu changes pas. Tu l'adaptes. Tu l'adaptes. Ouais. Donc ça déjà, tu fais un travail en amont qui te permet d'avoir du repos Oui, voilà. la semaine. C'est pour ça que je dis que c'est plus facile, tu vois, Ouais, jour les jours, à adapter les choses. Mais du coup, tu vas mettre plus de temps, par exemple, sur le premier bloc où tu vas créer tout le cycle, que sur le deuxième, troisième ou quatrième, parce que c'est la continuité. Ouais. Ça, c'est le début avec un athlète C'est ça. ou une Ouais. phase où il stagne. Et les phases d'analyse, ça c'est long. En vrai. Parce que tu dois analyser le nombre de séries, mais aussi quelle intensité tu as eu dans tes séries, etc. Et ça peut prendre du temps quand même. Ah, mais c'est intéressant. Justement, comment tu gères ton équipe? Quels sont les process que vous avez mis en place pour que ce soit fluide, que tu ne perdes pas trop de temps et surtout que tu en ressors quelque chose? Bah là déjà, ce qu'on fait, c'est une réunion toutes les 3 semaines environ. 3 semaines à un mois, suivant les déplacements, parce que Mohamed et moi, on est plutôt basés sur Montpellier. Mehdi et Ludivine, ils sont plus mobiles. Parce que Mohamed et moi, on a du présentiel. Eux deux, non. Donc, ils ont tendance à bouger. Tu vois, là, ils reviennent de Copenhague aujourd'hui. Ils sont partis se faire un camp d'entraînement parce que Ludivine a fait les mondiaux dans un mois. Donc, ils ont tendance à bouger. Donc, on essaie de se concorder correctement. On en profite pour tourner un podcast en même temps le jour de la réunion. Comme ça, on optimise un petit peu. Et tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on a en place des fichiers toujours sur Google Drive avec déjà le nombre d'athlètes de chaque coach pour savoir s'il y a eu des entrées, des sorties. Donc déjà, ça, c'est un process qui est simple à mettre en place, mais plutôt que de demander à chaque fois, le coach rentre son quota et tu n'as pas besoin de perdre du temps là-dessus. Et après, en vrai, c'est beaucoup de communication constante. On se parle tout le temps, tous les jours. On a un groupe avec l'équipe sur Insta, nous on le fait. Et on est tout le temps en communication dessus. Il y a mieux qu'Insta, mais ça, c'est dans le sujet de la prochaine réunion parce que je veux utiliser une autre plateforme. Je sais pas encore. J'avais vu Monday, ça vous parle? C'est tu peux faire tes plannings avec les tâches faites, non faites, etc. Et tu as un système de chat dedans. Ça a l'air pas mal. Nous, on utilise Slack. Slack pour la partie justement communication. C'est pas mal, je peux organiser je te montrerai par genre de salle, tu vois. Ouais. T'as une salle, je sais pas, coaching, une salle Oui. développement, tu vois, voilà. Ce genre de trucs. D'accord, ok. C'est pas mal. Et après, pour tout ce qui est tâches, il y a deux outils qui sont pas mal réputés. C'est soit Asana, mais bon, ça demande une petite prise en main, mais ça doit être comme Monday, je pense. Monday, j'avais juste téléchargé la version gratuite. Là, c'est ça. Enfin, je pense au bout d'une semaine ou deux, tu prends le truc. Tout le monde arrive à prendre la main dessus. C'est ça. Et j'avais une question. Comment tu as recruté tes coachs? C'est des gens que tu coaches chez toi? Ouais, C'est par vous? c'est deux coachs deux athlètes qui étaient deux athlètes qui le sont toujours d'ailleurs, parce qu'on continue de les coacher. Mais c'est deux athlètes qui étaient chez OPT. Et du coup, ça pour nous, c'était un gage de qualité, dans le sens où on a pris deux athlètes qui étaient hyper impliqués. Genre Mohamed, ça faisait 3 ans qu'il était coaché chez OPT, Ludivine 2 ans. Ludivine, en plus, elle a l'aspect haut niveau parce qu'elle est championne d'Europe, elle va sûrement être championne du monde, etc. Donc, grosse implication en termes de discipline. Et ce qui était important pour moi, c'est de voir le transfert entre discipline d'athlète et discipline de coach et de personne. Et pour le coup, elle l'a eu. Donc, ça, c'était un combo gagnant. Tu vois, on a misé là-dessus et ça a été payant. Et Mohamed, lui, pareil, c'est une personne qu'on voit tous les jours à la salle. On sait comment il se comporte. C'est quelqu'un qui est hyper carré. Tu vois, c'est des petits indicateurs simples, mais les fichiers qu'on doit remplir, chez les deux, il y a tout qui est toujours rempli. Tu vois, il y a tout qui est carré, et ça sur 2-3 ans. Donc, c'est plein d'indicateurs qui peuvent te dire ok, le mec, il a la capacité de rester carré avec ses clients aussi. Et comment tu fais? J'imagine que tu as des demandes. Tu as des gens qui doivent te demander Ouais, on en a eu déjà pas mal. Ouais. Comment tu fais? Comment tu gères? Déjà, est-ce que j'ai envie d'en faire rentrer un maintenant ou pas? La deuxième chose, c'était l'image que lui renvoie sur les réseaux, tu vois, c'est important. Il y en a 2 ou 3
Avec Mehdi, on s'est dit non, lui, c'est pas bon. Il y en a un, c'est plutôt l'image d'un tchatcheur, l'autre, plutôt une image pas sérieuse à mettre un peu des conneries en story. Donc moi, j'ai pas envie que mon coaching soit retranscrit par ça. Donc déjà, ça, c'est mort. L'âge, il y en a un qui avait 18 ans, pour moi, c'est un peu trop tôt. Même si Ludivine était jeune quand même, elle avait 20 ou 21. Mais ça dépend de la maturité qu'il y a en retranscrit, tu vois. Donc voilà. Et puis ouais, il y en a 2-3 qui sont sur la liste, tu vois, qui me plaisaient bien, mais j'avais besoin de plus de temps pour en être sûr. Et finalement, j'ai bien fait d'attendre parce qu'au bout de 6 mois, c'est des gens que j'ai pu coacher ou quoi. Et je me suis rendu compte que, en fait, non, tout simplement. Et là, le prochain qui rentrera, c'est quelqu'un aussi que je coach depuis un moment. Bah, t'as confiance, quoi. Ouais. Au final, on a fait un peu pareil. Hein. Au début, c'était des gens qu'on coachait, puis maintenant, c'est des gens qu'on aura formés, tu vois. Moi, je me vois mal faire, tu vois, un post où on dit on recrute, tu vois. On recrute des coachs. Moi, je me vois mal faire ça. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, tu vas accueillir de tout. Et déjà, après, faudrait pour ne pas avoir besoin. Faire des entretiens et tout, ouais. Ouais, bien sûr. T'as déjà le réseau, en fait. Ouais, bien sûr. Et puis, même après, si tu fais ça, tu vas accueillir combien de demandes, vous, énormément. Nous, même si on a une visibilité qui est moindre, je suis sûr qu'on aurait 20-30 demandes, peut-être. Et après, tu dois tout trier. Et c'est pas parce que le mec te renvoie une bonne image que ça va être bon sur le long terme, tu vois. Qu'est-ce qu'ils attendent, les 2 coachs qui sont là actuellement? Quelles sont leurs attentes vis-à-vis de ce que tu leur proposes? Déjà, ce qui est bien, c'est que c'était de vivre à 100% de ça. Ludivine, quand elle a commencé à travailler chez Intersport, maintenant, elle a plus besoin d'y travailler. Donc ça, d'un point de vue perso, pour moi, c'est énorme, tu vois. Ça fait grave plaisir. Donc ça, c'est cool, parce que du coup, tu lui offres un mode de vie qui lui permet de plus s'impliquer déjà dans sa carrière d'athlète, parce qu'elle reste beaucoup plus mobile, elle agence ses journées comme elle l'entend, parce que tant que tu fais le taf, tu vois. Et du coup, elle est plus performante sur ce point-là, et c'est quelque chose qui lui convient mieux. Tu sens qu'elle est plus épanouie et qu'elle a vraiment gagné en maturité au bout d'un an, là. Donc moi, c'est tout ce que je demande. Et eux, je pense, c'est juste de pouvoir vivre de leur passion. Et aussi, ce qui est important quand ils intègrent OPT, c'est qu'ils aient envie de faire grossir OPT avec nous. C'est une question que j'avais posée. Est-ce que tu as l'impression vraiment qu'ils mettent du cœur à l'ouvrage? Oui, vraiment. En fait, on leur délègue des tâches, pas au début parce qu'il ne faut pas les assassiner non plus, mais on leur délègue d'autres tâches que le coaching. Tu vois, genre Ludivine, c'est celle qui est en charge des textiles. Elle reçoit les demandes, on lui envoie les demandes, et elle se débrouille, elle fait les envois, elle fait les réceptions, etc. Donc ça, c'est une bonne chose parce que ça l'implique en fait dans l'écosystème, comme tu disais. Et Mohamed, petit à petit, on va lui déléguer des tâches aussi. Là, ça fait que 6 mois, donc on y va doucement, tu vois. Mais c'est très important pour nous, ce côté-là. Bien sûr, c'est évidemment extrêmement important parce que ça les maintient déjà intéressés par ce que vous faites et pas juste par avoir des clients. Ça les responsabilise dans le truc aussi, tu vois. Puis ça te permet de voir aussi qui vraiment met la main à la pâte, tu vois, pour faire grossir le. Bien sûr. C'est quoi l'objectif, genre, ultime de OPT? Dans combien de temps? Genre 5 ans. Dans 5 ans, ça fera 10 ans. L'idée, c'est de faire rentrer un coach par an, à peu près. Donc là, pour l'instant, c'est le quota qui est pour l'instant tenu. Parce que Ludivine, 1 an, Mohamed en janvier, le prochain en janvier. Pour l'instant, ça va. En termes de nombre d'athlètes, du coup, ça va découler du nombre de coachs. Donc, je ne sais pas te dire un nombre là, mais ça ne m'importe pas énormément non plus que l'athlète, que la team coach 400 personnes ou 700 personnes. En soi, c'est pas ça qui va vraiment changer, à part en termes de chiffre d'affaires, bien sûr. Mais sinon, moi, ce que je veux, c'est du résultat, qu'il y ait de la satisfaction client comme il y a maintenant, qu'on ait une bonne image en compétition, parce que pour l'instant, on s'entend bien avec 95% de l'écosystème qu'il y a aussi. Il y a 5% de réfractaires, mais c'est normal. Il en faut. Et puis voilà, continuer sur la lancée, développer. Là, depuis 2-3 mois, je me bouge beaucoup plus pour un peu le développement des réseaux. On a mis en place le podcast, on a mis en place la chaîne YouTube. On essaie d'amener plus de qualité sur les contenus réels, etc. Donc l'idée, c'est faire ça. Et un truc qu'on n'a pas évoqué, mais qui me fait plaisir aussi, c'est qu'on a une team média, tu vois, dans OPT.
des gens, du coup Hugo que tu connais, il collabore avec nous. Donc si tu veux, il y a ma conjointe qui, elle, est à plein temps avec OPT. Donc on lui verse un fixe tous les mois pour le travail qu'elle fait, donc au niveau audiovisuel. Donc elle s'occupe des réels, elle s'occupe des montages YouTube, etc. Et pour les compétitions, on ramène du coup un vidéaste en plus, donc Hugo, et une photographe en plus. Et du coup, ça nous permet de proposer un package à nos athlètes que les autres n'ont pas. Ça, c'est quelque chose qui est important pour moi. Parce que, tu vois, les autres athlètes sont généralement photographiés par le photographe qui est embauché pour le national, tu vois. Et nous, en fait, on a notre team. Donc, on a des réels qui sont personnalisés, des interviews à côté. Ça, c'est un truc qu'on a mis en place là depuis les derniers France. C'est un truc qui me plaît bien. Même si on nous met des bâtons dans les roues parce que du coup, on nous refuse les accès maintenant derrière. Donc, on est obligé d'acheter des zooms comme ça pour contrer ça. C'est un peu dommage. C'est compris dans le tarot du coaching? Ouais, jusqu'à présent, on n'a pas fait payer. Okay. Mais pour être honnête, la prochaine compète, on demandera une petite contribution. Même pas pour rémunérer en soi, on pourrait le faire toujours nous-mêmes. Même pas. C'est pour les responsabiliser un petit peu plus. Parce qu'en fait, il y en a qui ont profité de ça, mais qui n'ont pas été, je trouve en tout cas, suffisamment respectueux du travail qui a été fourni. Et quand tu ne demandes pas un tarif à quelqu'un, il s'en rend pas forcément compte. Donc, tu vois, je te dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui repartage les photos d'un photographe autre qui a été pris en photo le jour J avant les photos de notre photographe, alors que nous, on la paye justement pour eux, moi, ça me fait chier un petit peu. Donc, je prévois de mettre une petite contribution dessus, histoire de les engager un peu plus. Et comme ça, on voit le mec qui n'a pas envie de se faire prendre en photo, il ne va pas payer. Donc, voilà, point barre. Mais du coup, on met en place ce truc-là. On a même fait venir un chef privé aussi au championnat de France. Là. Okay. Comme ça, les athlètes qui avaient besoin de leur nourriture saine, etc., bon, on leur amenait. On pouvait gérer les refeeds, etc. Comme ça. C'était pas mal. À part ça, ce qui est déjà énorme, hein, c'est une question que je voulais te poser justement. Quelle plus-value vous avez par rapport aux autres coachs en FA? Déjà ça, tu vois, l'esprit team et plusieurs pôles, pas que le pôle coaching, mais le pôle média, pour le pôle machin. Là, on commence à bosser avec un préparateur mental, donc on peut leur proposer de la prépa mentale. On va très certainement faire rentrer aussi un kiné, on en avait discuté rapidement. Pour l'instant, ça reste secret, mais plus du tout maintenant. Mais on ne dit pas qui c'est. Et voilà, l'idée, c'est de proposer plusieurs pôles pour élargir en fait ce qui est possible de faire dans l'équipe, quoi. Carré, très carré. Comment poser ma question autrement. C'est quoi les tarifs actuels pour être coaché aujourd'hui, le 21 juillet 2023, qui sont peut-être amenés à évoluer? Le tarif, c'est le même pour tous les coachs. Quand on a commencé, on avait un suivi mensuel, hebdomadaire, journalier. 3 tarifs différents. Maintenant, on n'en a plus qu'un, parce qu'on n'a plus besoin déjà... on veut sélectionner, et on veut des gens qui sont encore plus engagés. Et via le coaching, du coup, qui est uniquement journalier, on a encore plus de retours positifs, parce que plus de qualité. Du coup, c'est 200 € pour tout le monde. Okay. Qu'importe le coach, qu'importe l'athlète, le suivi, c'est le même pour tout le monde, c'est 200 €. Et ça fait 3 mois. Comment tu as fixé ce prix? On est monté crescendo. On a commencé à 40, 60, 80, 100, 139. Marrant, c'est le classique. Voilà. 49. 49. Et je trouve toujours le 9. On est monté petit à petit comme ça. Ok. Est-ce que tu as l'impression, ça c'est plus d'un point de vue business marketing, que les gens sont freinés par le prix ou à l'inverse, plus c'est cher, plus t'as de demandes? Alors, les demandes, on en a plus parce qu'on est plus connu et du coup, on a plus d'images, donc forcément plus de demandes. Par contre, on a moins de taux de conversion. Okay. Donc, à cause du chiffre? Je pense. Ouais. Tu demandes aux gens pourquoi ils signent pas? Il y a le côté tarif de même qui ressort assez souvent parce que on est les plus chers en France, donc c'est peut-être pas encore un tarif qui est encore dans la norme. Accepté, ouais. Voilà. Et moi, ça me dérange pas. Au contraire, parce que bien souvent, les mecs qui me parlent de tarifs, comme quoi c'est trop cher, c'est souvent des personnes qui, au fur et à mesure, après, le cercle, il est petit, donc je sais par qui ils se font coacher, et j'ai des retours qui ne sont pas forcément positifs de la part de l'athlète. Donc, ça ne me dérange pas, à la limite, qu'il n'ait pas voulu, tu vois.
Donc le tarif, ça ressort de temps en temps. Mais à la limite, si avant à 50 € pour 10 demandes, j'avais 10 admissions et que maintenant pour 200 € pour 10 demandes, j'ai 2 admissions, ça me dérange pas plus que ça parce que j'ai du public qui est plus qualifié, du public qui est plus impliqué et du coup qui va aller dans l'esprit team où nous aussi on est très impliqués en proposant plein de choses. C'est quelqu'un qui va permettre de faire fonctionner justement cet écosystème et pas juste un acteur un peu flambi à côté qui se contente juste de faire son squat, tu vois. C'est pas vraiment ça que je veux et j'ai envie que mes athlètes soient aussi impliqués dans l'expansion de PT. Carrément, c'est bien dit. Je pense qu'il y a vraiment une histoire de, déjà de valeur réelle de ce que tu, C'est ça. de ce que tu offres, de temps de travail que consacre, parce que franchement, 40 €, tu perds de l'argent, on va pas se mentir. Oui. Ça, c'est clair. Et je pense que la valeur perçue, quand même, elle est plus importante quand c'est Quand c'est plus cher. un peu cher. C'est normal. C'est comme ça, l'être humain, il est comme ça. Donc, c'est important de le comprendre et ne pas avoir peur de fixer des tarifs hauts qui sont justifiés par la qualité de ce que tu fais, malgré le fait que c'est pas la norme, tu vois, et que les gens ils sont pas habitués. C'est pas grave, ça va le devenir. Parce que 50 €, c'était pas la norme parce qu'il y avait que nous. Après, quand on est passé à 100 €, c'était pas la norme parce que tout le monde était à 50. Quand on était à 150, la norme c'était 100. Tu vois, ça fait que décaler en fait ce seuil-là. Donc, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Et puis, au vu de tout ce qu'on fournit et tout ce qu'on leur propose, c'est amplement justifié. Tu vois, on n'en a pas parlé, mais chaque mois, on fait un live privé que pour les athlètes où on met 2 coachs et on présente un petit sujet et ensuite on leur répond à toutes leurs questions. Donc, ils peuvent avoir toutes les informations qu'ils veulent. Là, on a organisé notre compétition en interne qui n'était pas régie par la FF Force parce qu'on a décidé de ne pas s'affilier pour les raisons qui nous sont propres. Et du coup, on leur a proposé une compétition avec des arbitres nationaux, une installation de compétition, etc. On leur propose ça aussi. Enfin, tu vois, il y a plein de mises en place qui justifient aussi ce tarif. C'est pas que le coaching, c'est tout un système autour. Propre. Bravo. T'as dit que c'était ta copine qui gérait les réseaux, enfin qui gérait les réseaux. Qui s'occupe de l'audiovisuel, ouais. Ok. Quelle est ta stratégie? C'est en plein remaniement. Mais là, en gros, ce que j'ai mis en place depuis 3 mois, c'est que jusqu'à présent, Mehdi et moi, on était un coup on poste, un coup c'est l'un qui s'en occupe, un coup c'est l'autre qui s'en occupe. Des fois, si on poste pas pendant une semaine, bon, mais c'est pas grave, on postera 10 jours plus tard. Là, ce que j'ai mis en place, en fait, c'est tout simplement un planning. J'essaie d'avoir entre 2 et 4 posts par semaine minimum. J'ai un planning là qui est fixe sur YouTube et Insta et les tournages jusqu'à fin octobre. Ok. Donc au moins, je sais déjà ce qui est prévu. J'ai tourné la majorité. Mes vidéos YouTube, elles sont déjà tournées jusqu'à octobre. Et c'est quelque chose qui me pèse moins dans l'esprit. Parce que sinon, tu es tout le temps en train d'y penser. Là, je sais que, tu vois, aujourd'hui, je suis ici. Mais sinon, tous les vendredis matins, c'est tournage avec ma copine et on fait du contenu. Et moi, j'ai envie d'avoir tellement de contenu que je sais même plus quoi poster, tu vois, tellement j'en ai. Au moins, je suis tranquille. Et quand je dois me déplacer en Roumanie, en machin, pour des mondiaux, il y a du stock d'avance et j'ai pas de prise de tête là-dessus. Et du coup, la stratégie, voilà, c'est planning. J'essaie d'avoir des récurrences avec des types de postes, pas trop fréquemment non plus pour pas que les gens s'en lassent. Essayer d'augmenter la qualité. Là, on a du matos très très bien désormais. Voilà, je pense que la clé, elle est là pour nous pour l'instant, quoi. Carrément. Comment tu trouves justement les idées? Je suis en train de regarder là en même temps. Ce que vous pouvez le dire. Comment tu trouves les idées de contenu et qu'est-ce que tu essaies d'apporter justement dans tes contenus? Je me creuse pas mal la tête. Forcément, tu regardes un petit peu tout ce qui fonctionne un petit peu partout en France, à l'étranger, sur le powerlifting. Sur pas que le powerlifting aussi. Je trouve que c'est important de checker. Tu vois, tu as des coachs spécialisés en hypertrophie, des coachs réhab, des choses comme ça. Et je pense que c'est bien de s'inspirer d'un petit peu tout le monde. Du coup, qu'est-ce qu'on essaie de faire? En gros, il y a une partie des postes qui sont plutôt à visée éducative. Il y a une partie des postes qui est plutôt sur la mise en avant des athlètes, tu vois, avec les réels de compétition par athlète. Là, au championnat de France, on avait 23 juniors, il y a eu 23 réels. C'est un boulot monstre, personne s'imagine, mais ma copine, pendant une semaine, elle a pas arrêté de faire des réels, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a la mise en avant d'OPT. Il y a des postes plutôt pour les différentes promos, textiles, séminaires, des choses comme ça. Donc, voilà. C'est
post-perf, mise en avant des athlètes, mise en avant de ce qu'on est capable de faire, promo et éducatif, je pense que c'est tout. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Post éducatif et perf. Mais perf, c'est plutôt sur mon perso. Des perfs de toi ou de tes athlètes? Ouais, sur mon perso, du coup, c'est moi. Ok. Les perfs de mes athlètes, quand je fais des récaps de compétition, ça marche moyen, mais parce que je pense que le format n'est pas encore au top. Et là, j'ai une idée en tête avec un voice-over derrière et tout, je pense que ça va mieux marcher. Ok. Mais sinon, ouais, les posts éducatifs, c'est con, mais les posts qui prennent le moins de temps, c'est ceux qui fonctionnent le mieux. Là, les derniers qu'on a mis, tu vois, c'est, je crois que c'est Ludivine et Mehdi. Ils ont mis juste 3 slides avec des sujets simples qui, pour moi, initialement, je me dis, on va même pas le poster, c'est trop simple, mais c'est ce qui fonctionne. Donc, c'est ce qui fait des likes, du moins. Et là, le dernier, tu vois, que j'ai mis avant-hier sur l'éducatif, mais avec une très bonne qualité de montage et des insertions de plans de vidéos des athlètes et tout, ça a super bien marché aussi. Ok. Est-ce que tu arrives à faire le distinguo entre toi, ce que tu attendrais d'un post pour toi, Ouais. est-ce que les gens, tes athlètes, tes potentiels futurs clients attendent d'un post et ont besoin de savoir? Ouais. Tu arrives à faire... Du coup, c'est toujours la frontière qui est difficile à... Enfin, il faut que tu arrives à te mettre dans la peau du mec qui est en face, mais... Enfin, c'est pas pour jeter des fleurs ou quoi, mais toi, tu as un tel niveau de connaissance que tu te dis, putain, ce sujet, c'est vraiment bateau et ça va intéresser personne. C'est la réalité. Et finalement, c'est ce qui fonctionne, tu vois. Mais à la fois, il faut pas que ce soit trop bateau, parce que comme je t'ai dit, moi, je veux pas forcément cibler que du débutant. Je veux un athlète qui a un minimum d'expérience en FA et limite que je sois pas son premier coach, tu vois. Donc, il faut arriver à faire la part des choses entre tu donnes du contenu avec suffisamment de qualité et un petit contenu avancé sans trop en donner non plus. Et pareil pour les séminaires, si je fais des vidéos de 15-20 minutes où je donne tout, bah, le mec il a plus d'intérêt à venir faire ma formation non plus, même s'il y a du plus avec le présentiel, etc. On sait, mais il faut pas tout donner non plus. Et c'est ça qui est difficile à jauger, je pense. Moi, tu vois, je suis pas totalement d'accord sur le dernier point. Si je m'adresse à des créateurs de contenu, etc., moi, je pense qu'il faut tout donner. Ok. Il faut tout donner, mais les formats ils sont tellement courts actuellement qu'on ne peut pas de toute façon tout donner. C'est pas possible. Ouais, mais si tu décides de faire du réel. Parce que là, tu vois, moi j'ai des formats de 20 minutes, par exemple. Oui, mais même sur un format de 20 minutes, tu peux pas tout donner. C'est court, mais je pense que tu peux en donner pas mal quand même. Beaucoup de valeur. Au final, ce dont les gens ils ont besoin, c'est d'organisation dans ce que tu leur apportes. Si tu balances un sujet comme ça, une fois, je sais pas, tu parles du bracing, j'en sais rien, tout ça, tu parles de ça pendant 20 minutes, c'est trop court pour en parler parce qu'il y a plein de choses à dire, il y a plein de pratiques à mettre en place, les gens vont avoir des questions, tu vas répondre plus précisément aux questions, etc. Peut-être que le fond est exactement le même que ce que tu donnerais en formation ou en séminaire, mais la façon dont ça va être délivré va pas être perçu de la même façon. C'est pas de la même façon. Du coup, même les gens qui ont vu ça et qui viennent à ton séminaire, ils seront quand même satisfaits de ce que tu fais au séminaire, même si en soi c'est exactement la même chose. Et moi, ce que je me disais, tu vois, tu me diras si t'es du même avis, si vous êtes du même avis, c'est de prendre un sujet, tu vois, dans ce que tu postes sur Insta, prendre un sujet mais hyper précis, comme ça tu peux le pousser et monter ton curseur de qualité. Mais du coup, en fait, ce sujet-là, il représente que 1% de tout ton séminaire. Donc finalement, le séminaire, là, il prend totalement son sens. Mais si tu fais tous les sujets de ton séminaire, imagine, tu as 50 items, tu fais 50 réels en poussant tous les curseurs à fond, là, tu as délivré quasiment tout le contenu que tu vas fournir après, tu vois. De toute façon, la personne, elle va pas prendre tous les réels et les réorganiser pour faire... Oui, c'est sûr. Ouais. Mais moi, j'ai pas envie que la personne arrive au séminaire et se dise... Ah ouais, bon, ça, j'ai déjà tout entendu sur les réels. Faut comprendre aussi, il y a certaines personnes qui sont pas d'accord, mais c'est la réalité. Les gens, quand ils viennent à ton séminaire, c'est aussi pour te remercier du contenu gratuit que tu fais. Oui, certainement. En soi, non, mais vraiment, ils se disent, ok, cette personne, elle m'a apporté tellement de contenu gratuit, de qualité, qui m'a aidé de ouf. Je pense que séminaire, je vais apprendre plus de choses. Et effectivement, la personne, elle va apprendre plus de choses. Déjà, tu vas répondre à ses questions personnelles. Oui, puis même, tu as le physique, tu as le toucher, tu as l'application. Elle va se dire, ok, mais en fait... Vu que tout ça c'est gratuit, il faut que je la remercie en venant participer à la formation. Ça veut pas dire que la personne elle est fan ou qu'elle t'idolâtre ou autre, mais vraiment elle voit ce versant-là de manière inconsciente, comme a dit Simon, et en gros elle te récompense pour ce que tu as fait. Mais en soi, en vrai, il faut dire la réalité. Si la personne elle prend tous tes posts, tout ce que tu as pu dire en podcast, machin, et qu'elle réorganise tout avec une intelligence artificielle, j'en sais rien, au final elle ressort ton séminaire. Bien sûr. Mais c'est pas grave. Ouais, mais c'est tellement diffus sur le temps que les gens s'en rendent pas forcément compte. Moi, par exemple, imaginons je prends ma formation épaule. Je prends le module 1 de ma formation épaule. Je dois avoir 500 slides. Avec une slide, je peux faire un réel. Un réel. Je l'ai peut-être déjà fait, tu vois, je pense pas. Mais il y a bien 250 slides où j'ai fait un réel dessus.
c'est pas pour autant que si tu viens à la formation, tu vas rien apprendre. Oui, mais de toute façon, tu auras toujours quelque chose à en tirer. Déjà, je vais t'aider à organiser tes idées là-dessus, je vais t'aider à bien comprendre les choses. Et tu as dit un truc qui est intéressant tout à l'heure. En fait, plus tu as de connaissances sur un sujet, plus tu as du mal à comprendre que les autres, ils savent pas. Ils les ont pas. Exactement. Et tu as du mal à te mettre à leur place. Et il y a beaucoup aujourd'hui de créateurs de contenu qui ne percent pas, entre guillemets, du moins qui n'augmentent pas leur visibilité, etc. Parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à se mettre à la place des personnes qui les suivent. Et ça en devient trop complexe. Parce que c'est intéressant pour des gens de leur niveau. Sauf que des gens de ton niveau, au bout d'un moment, plus tu as monté, bah, C'est pas ceux qui concrétisent en coaching non plus. en plus, et il y en a, tu vois. Mm. C'est comme si, je sais pas, Philippe Etchebest, il fait des trucs sur... Tu coupes les carottes, ça va marcher, mais si tu fais la cuisson du truc, ça parler de température, de Eh ouais. cuisson, machin, pile poil avec un thermomètre, au final, ça n'intéresse personne. Très peu de monde, ouais. C'est trop précis. Donc, il faut vraiment réussir à se mettre à ce niveau-là dans la création de contenu. Et ça veut pas dire que tu nivelles le niveau par le bas, loin de là, vraiment pas. C'est juste que tu essayes de trouver la bonne accroche pour la personne et comprendre ce qu'elle ne sait pas pour lui apprendre et justement l'amener au niveau du dessus. Après, petit à petit, augmenter les niveaux de compétences là-dessus. Mais c'est intéressant, c'est toute une stratégie, hein, la création de contenu. Il faut vraiment être très régulier dessus. Ça, je l'ai eu. La qualité, enfin, toi le premier, mais c'est ce que je dis à beaucoup de kinés qui se lancent, mais la qualité, le fond, ce sera toujours là. Parce que tu es passionné, parce que tu aimes ce que tu fais, parce que tu n'aimes pas mentir et dire des choses fausses. Donc la qualité, le fond, sera toujours bon. Après, l'important, c'est la forme et la façon dont tu délivres le message. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est assez difficile de percer, parce que déjà, les réels, les vidéos Insta, la qualité maintenant, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf et il y en a 15 000. Quoi. Voilà, il y en a plein, ça va vite. Les gens, ils ont une capacité d'attention qui est limitée. Il faut que ce soit un sujet qui leur parle, qui leur donne de la valeur, enfin, où tu offres de la valeur à personne. En un temps super réduit. Ouais, et c'est pas... En fait, les gens, aujourd'hui, ils veulent vendre via des Reels, via des... Mais tu vas pas vendre avec un Reels. En fait, tu vas juste faire en sorte que la personne, elle se dise, OK, cette personne, elle m'apprend des choses, c'est qualitatif, et elle va suivre ce que je fais. J'ai envie d'aller plus loin avec, quoi. Et au bout d'un moment, au bout de 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, elle va se dire, OK, mais elle m'a donné tellement de contenu gratuit inconsciemment que, vas-y, il faut que je paye une formation, il faut que je paye un programme. Ça va vraiment m'aider. Et il faut le voir comme ça, c'est pas un truc immédiat. J'avais pas vu cet angle de pensée là, de prendre la formation pour remercier du contenu, tu vois. C'est inconscient. Ouais, bien sûr, mais je l'avais pas conscientisé. Les chiffres sur la formation e-learning, il y a 10%. Non, en général, oui. En général, il y a 10% des gens qui finissent les formations e-learning, qui commencent. Tu te rends compte, c'est-à-dire qu'il y a 90% des gens... C'est même pas ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore pire que ça. Aujourd'hui, si tu regardes tous les organismes de formation en France, un bon taux d'achèvement de formation, c'est 10%. Donc il y en a qui c'est encore moins. Du coup. Il y a Ça, c'est toutes les formations immobilières, ça. Les gens, ils prennent la formation IMO, ils font 3 modules, ils se disent, bon, mais finalement, je vais pas pouvoir le faire, et puis ils terminent. Mais tu vois, nous, des fois, je vais voir, tu vois, sur le truc de notre logiciel, et je vois, il y a des gens qui n'ont même pas commencé. Ça fait 4 mois qu'ils ont acheté le truc. Je me dis, mais c'est fou quand même. Acheter la formation, tu n'as pas commencé. 4 mois, c'est long. Tu te dis, un mois, bon, il peut y avoir un imprévu, mais 4 mois, c'est long. Le truc, ça dure 6 heures, quoi, tu vois. Ouais. Ils attendent, je vais le faire plus tard. Oui, donc, Je vais le faire plus tard. Ouais. Nous, on réfléchit pas comme ça, tu vois. Enfin, toi, quand tu achètes un truc, tu le fais direct. Voilà, tu te dis pas, je vais l'acheter pour le faire dans X temps, etc. Donc, faut se mettre à la place des gens, tu vois, c'est important. Parce que là, on n'est plus sur le coaching, tu vois, c'est l'aspect séminaire, etc. C'est complètement différent. Et ça demande de l'adaptation et de l'expérience. Hein. Franchement, là, le contenu, le côté réseau, etc., ben, j'apprends sur le tas. Parce que jusqu'à présent, c'était amateur, tu vois, et maintenant, j'ai plus envie que ça le soit. Donc, ça demande de l'implication, du temps, et c'est pour ça que ça prend du temps de bosser dessus. Et... C'est un peu comme, en vrai, c'est un peu comme la FA, hein, c'est ingrat. Ouais, c'est bon. Mais tu récoltes tes fruits petit à petit. Comme tout, après. Tu vois, nous, franchement, ça a eu du mal à décoller en soi. On a eu des périodes de stagnation un peu. On a vraiment investi sur les vidéos, etc., en octobre dernier. Et ça a pété. Je pense qu'en vrai, là c'est ce que ça fonctionne. Quand ça fonctionne pas, c'est toujours de ta faute. Bien sûr. De toute façon, moi, je pars toujours de ce principe-là. Hein. Je pars toujours de ce principe-là, qu'importe le domaine qu'on spécifie. Si t'es pas assez bon en tant qu'athlète, c'est rarement de la faute du coach. C'est très souvent que tu gères mal tes aspects externes, etc.
Sur le pro, c'est pareil. Enfin, et inversement, si ça fonctionne, remercie-toi toi aussi, tu vois. C'est pas grâce à quelqu'un d'autre, tu vois. Moi, j'ai- Rarement, en tout J'ai cas. une liste sur le téléphone, genre tous les 1000 abonnés depuis, je sais pas, depuis le début quasi, depuis les 10 000. Je note la date, tu vois. Comme ça, je vois la progression. Genre là, je vois, ouais, une semaine, on a pris 1000 abonnés. Là, on a mis 1 mois et demi à prendre 1000 abonnés, tu vois. Ouais. Et ça permet d'avoir un retour, tu vois. Au moins, tu sais C'est ça intéressant. aussi. Et ouais, tu te dis, ok, bon, là, le contenu, soit c'est pas, ça convient pas, tu vois. soit- Après, ce qui est important aussi pour nous, c'est de le corréler aux ventes. Bien sûr. Ouais, c'est ce qu'on cherche. Ah bah oui, oui. En vrai, moi, 1000 abonnés, si le business fonctionne, ça me convient. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Et après, ça donne quand même un retour intéressant, tu vois. Là, nous, le contenu est vraiment ultra qualitatif. Et ça se voit, tu vois, sur les chiffres. Là, on va prendre 1000 abonnés en 10 jours. C'est énorme, tu vois, pour nous. Même moins d'une semaine. Est-ce que vous avez des contextes particuliers que vous avez réussi à isoler sur des phases de up ou de descente? Ouais, écoute, là, ça fait 2 ans. Il n'y a jamais eu de descente. Enfin, ouais, mais des phases de stagnation ou des phases de montée. Est-ce que c'est corrélé à quelque chose? Le contenu est moins bien. Ce que toi, tu produis en termes de contenu. Ok. Je sais pas, moi, j'attends de voir, genre, si c'est une période de l'année aussi, tu vois. Parce Dans qu'il y en a clairement. L'été, l'année dernière, c'était la même chose, c'était un délire. Ouais, les abonnés, c'était Ok. un truc de ouf. Et après, à partir de décembre jusqu'à novembre jusqu'à mars, c'était pas ouf. Mais peut-être qu'on avait changé notre stratégie de contenu, donc probablement que c'est. Enfin, moi, j'ai envie de dire que c'est notre stratégie de contenu. Faut pas lui attendre d'avoir la même stratégie pendant plus longtemps pour avoir des. Communication aussi, stratégie de communication. Là, je pense qu'on a vraiment upgradé, tu vois, vraiment en termes de qualité de contenu et d'équipe déjà, tu vois, parce que jusqu'à début d'année, c'était nous c'était Thomas qui faisait toute la partie création de contenu réel et tout. T'es obligé de déléguer de toute façon. Maintenant, c'est le film. Bah ouais, On a un monteur de réel, c'est normal. et c'est un délire. Et c'est toi qui postes quand même? Ouais, c'est moi qui Ouais, pas pareil. C'est moi qui poste à la main, je programme plus, je poste, j'ai le temps. Ouais. Donc, Ouais. Je poste, je peux poster à l'heure que je veux, ça me dérange pas de poster, les stories c'est moi. T'as isolé quel meilleur timing? Soit 7h, Ah ouais. soit midi, et le mieux du mieux c'est 17h quand même. Ok. Et le rush il a 18h. Eh ben, moi, je me disais 17h aussi, et depuis que je poste, je le mets un petit peu après m'être levé vers 6h, et c'est là où ça a le plus décollé, en termes de likes. En fait, t'as des implications différentes. En fait, Ouais. si tu postes tôt, t'as beaucoup de partage dans la journée. Oui. Ok, donc t'as beaucoup d'impressions. Mm. Si tu postes tard, t'as beaucoup de commentaires et d'interactions. Parce que les gens sont plus sur leur tel. Mais genre, ce qui se passe, si tu postes le matin un truc qui est genre motivant, j'en sais rien, les gens ils vont partager en story. Il y a un mec qui va le voir à 9h sur la story d'un autre, il va cliquer, il va le repartager à 10h, midi, etc. Et ton truc il a à peu près 24 heures. Quand tu postes le soir, le lendemain vers midi, c'est fini. Ton post il est terminé. Et par contre, j'ai eu beaucoup d'interactions en un laps de temps. Donc, est-ce que tu cibles le type de contenu par rapport à l'heure quand tu postes? Parce qu'en vrai, du coup, tu pourrais te dire, je mets un truc motivant plutôt vers 6h du matin, et quand je fais une promo d'une formation ou d'un séminaire où j'ai envie que ça me partage, etc., je mets le soir. Non. En fait, on n'a vraiment aucun contenu qui est destiné à vendre directement. C'est que de l'apport de valeur, ou de la réflexion, ou de la réflexion, ou des exemples, etc. Mais il n'y a jamais de post, Appel à l'action. de promotion d'un séminaire. Ok. Parce que ça marche pas. Mm. Enfin, ça n'a jamais fonctionné, et c'est parce que les gens, ça les fait chier. Ok. Mais je comprends. Hein. Mm. Moi, je vois ça, je m'en fous. Et puis, l'algorithme, il le mettra pas en avant, c'est sûr. Mm. Parce que ça n'apporte en soi pas de valeur. C'est pas parce que tu fais pas tu peux faire un appel à l'action à la fin, par contre. Ouais. Ça, c'est OK. Il y a toujours un appel à l'action à la fin. Soit de partager, soit d'enregistrer, soit d'aller sur une formation, soit d'aller sur un programme, etc. Mais juste de dire, je fais un séminaire, machin. Toi, tu le gardes tout en story. Ouais, en story. Parce qu'en fait, les gens qui regardent des stories, déjà, c'est les gens qui aiment ce que tu fais. Potentiellement, il n'y a pas un mec qui va. Plus de conversion. Enfin, un mec au hasard, il va voir passer le reel sur ta formation, il va se dire, vas-y, je vais prendre la formation. C'est jamais, en vrai. Faut pas se mentir. Instagram, il te propose ce que t'aimes, ce que t'as l'habitude de liker, etc. Faut vraiment le réfléchir là-dessus, et encore une fois, remettre la faute sur toi si ça fonctionne pas. Bien sûr. C'est pas juste l'algorithme. Faut se remettre en question tout le temps. Si ton truc, il est éclaté, il est éclaté. Bien sûr. Bah non, mais c'est bien de le savoir, tu vois, parce que sinon tu fais l'erreur pendant 10 ans et ça marche toujours pas. On avait fait, notre monteur nous avait monté un réel sur Fraser, là, quand il s'était fait les croisés. Enfin, on a fait toute une vidéo YouTube et il a monté un réel. La vidéo, elle était incroyable, sauf que l'accroche de la vidéo, les 5 premières secondes, c'était bien, mais ça aurait pu être mieux.
Ouais, un truc qu'il a fait genre 15 000 vues, ce qui pour nous n'est pas fou. Alors qu'en vrai, il mérite 100 000, tu vois. La qualité, elle était monstrueuse. Mais le hook était pas bon, tu vois. Ok. Donc, voilà, on sait ce qui a posé problème. Et après, nous, des fois, on reposte des anciens réels, c'est rare, mais on reposte, ou alors on les reprend, on les retourne Un peu différemment. et ça fonctionne toujours. Franchement. Il y en a, on l'a posté 4 fois, c'est celui où je te mets une boîte, là, on fait genre, il est médecin, et il me dit, Ah, j'ai déjà vu. pour arrêter le sport, on l'a mis 4 fois, et à chaque fois, ça fonctionne. Ça apporte pas de valeur, mais ça, tu vois, ça partage une idée que les gens ont, de se dire, ouais, les médecins, des fois, ils disent des conneries, pas tous les médecins, loin de là. Et du coup, ça, ils vont partager. Tu peux nous donner les pourcentages? Il a dit loin de là, j'aurais pas dit loin de là. Mais Nos 2 sœurs sont médecins, donc ça va. Elle aime bien ce métier. Et tu vois, juste, je reviens sur les fluctuations. Vous en avez pas, du coup, au cours de l'année, en fonction des périodes? En fait, Peu. si, mais ça dépend. Ouais, mais ça dépend du poste. Mais nous, pour le coup, hors poste, ça dépend des compétitions. Si, ouais. Parce que tu vois, en été, le nombre de demandes d'athlètes et de conversions, il est faible. Ok. En septembre, ça pète. Mais ça, Fait machin. l'été, je crois que c'est pour tous les business à peu près pareil. C'est chelou, là, il y a eu plein de demandes. Ouais, mais oui. Mais Genre, nous, on a trop de demandes, tu vois. On n'arrive pas à gérer bien. Mm. C'est difficile pour nous. ça, c'est notre problème du moment. Et là, vous avez combien de... 8. Ouais, j'allais dire de coach. Le coach, il y en a Le kiné, quoi. 8 coachs. 7 coachs. Ouais, 7 kinés. 8 kinés. Et du coup, vous, pareil, vous avez un quota au niveau des entrées de kiné tous les temps ou c'est par rapport à la demande qui arrive? Par rapport à la demande pour l'instant. Ouais. Et c'est surtout par rapport aux rencontres. Ouais, Il y au a feeling que personne, t'as, quoi. on les a fait rentrer pour qu'ils aient que 3, 4, 5 clients, pas plus, mais parce que c'est des gens qui vont être importants pour après. Et après, ils vont te servir pour d'autres tâches aussi. C'est pas qu'ils vont nous servir, mais ils ont quelque chose à apporter à la société. Et on se sent bien, etc. C'est tous nos potes à la base. Ouais. On prend pas n'importe qui. Bien sûr. Franchement, je pense que si on met une story, ouais, Bah, il y en a message, bah oui, bien sûr. facile. En même temps, avec tout le nombre de kinés qui sont, entre guillemets, frustrés d'être en cabinet, il y en a plein qui voudraient faire ça aussi. Après, nous, grâce aux formations qu'on a créées, on a un vivier aussi de kinés qui sont intéressés par ça et qui sont compétents parce qu'on les a formés là. Ouais. Tu vois, on a cette chance-là. Mais ouais, ils sont 8. 8 et combien on a de clients actuellement? 30, 40. Ok. Et nous, tu vois, c'est très au jour le jour, vu que c'est des blessures. Mais vous, en fait, votre intérêt, c'est pas de le garder longtemps, le type. À part si c'est un compétiteur et du coup, tu vas avoir une partie préalable. Moi, personnellement, ça m'intéresse. Ça me saule. Parce que ça veut Toi, tu veux régler une problématique et point barre. Voilà. Et il y en a, tu sais, genre, ils ont mal au dos. Ouais. On traite le dos. Ils vont dire, ouais, mais j'ai trop kiffé le processus, j'ai une petite gêne à l'épaule, vas-y, viens, on la traite. Et après, ils vont dire, bah, en fait, moi, toujours quelque chose. j'ai besoin de maintenir tel truc. On dit, ok, on peut suivre, tu vois. Mais le contrat de base, c'est pas ça. Le contrat, c'est de traiter ta douleur au dos. Et après, tu veux faire plus, ok, mais nous, c'est pas nous qui amenons là-dessus. Jamais. Ok. C'est vraiment Ça vous intéresse pas d'avoir un compétiteur de n'importe quel sport qui bosse avec un coach et vous collaborez avec pour garder une certaine résilience, une certaine antifragilité sur le long terme pour qu'il accepte mieux sa programmation, par exemple? En fait, vu qu'on les éduque beaucoup, Ouais. ils vont comprendre par eux-mêmes et après, on va réfléchir à la fin à une petite routine ou à la compréhension de Vous en gardez ensuite. et la personne, elle va s'adapter. Okay. Moi, ça m'intéresse pas. On veut pas les rendre ça, mais il y a des coachs qu'on a avec nous. Potentiellement, ça peut les intéresser. Tu vois, mais moi, c'est plus. En fait, je vais m'ennuyer. En fait, ouais. Il y a pas. C'est ça personnellement. Donc toi, il y a une problématique, tu y réponds. Ouais, moi, c'est ce que. T'aimes ça, c'est à titre personnel. Moi, j'aime pas que les gens soient dépendants. Ouais. Après, par contre, on va avoir certains athlètes qui vont nous envoyer des messages par période. Ouais, je me suis fait mal là-dessus. Est-ce qu'on peut gérer ça? On fait 1, 2 mois. 6 mois, il se passe qu'un. Il envoie un message, ouais, il s'est passé ça. Est-ce qu'on peut. Tu reprends, ouais. Donc, ça se gère. Et il y en a pas mal qu'on suit un peu comme ça. Et un peu en mode sans prévenir. Et c'est pas des gens qu'on fait rentrer dans le système où ils reprennent une réservation, on refait un bilan fixe, etc. On fait un blues à l'humain. Ok. C'est un peu plus simple. Donc, ouais, notre système, il est comme ça. Bon, on a bien discuté de beaucoup de choses. J'ai une dernière question. C'est quoi vraiment ce qui t'a motivé, ce qui te pousse à avoir créé cet écosystème-là alors que tu aurais très bien pu faire quelque chose tout seul? Tout seul, déjà, j'aurais pas eu l'attente que je t'ai dit au début, d'arriver en compétition avec un très gros collectif et d'être connu pour ça, tu vois, d'arriver avec une grosse équipe. Ça peut se faire. Ouais, mais ça peut se faire, oui, mais du coup, tu es limité, on va dire, à 50 par exemple, pour moi.
Ce qui est déjà pas mal. Si tu prends 50 élites, Oui, mais tu es obligé d'avoir 50 élites. C'est pas évident à choper quand même. c'est pas évident, mais à terme, ça peut se faire. Tout seul, ça peut se faire. Ça pourrait. Mais ouais, enfin, coacher 30 athlètes au France tout seul, je sais pas comment tu fais par contre. Parce que là, l'avantage, tu vois, d'être plein de coachs, c'est qu'on se déplace sur les échéances. Là, on en avait 23, on était 4 coachs. Et encore, c'est dur. Tout seul, tu peux pas assumer ça. Donc déjà, ça, c'était vraiment le point de base, c'était partir là-dessus. Avoir une grosse équipe de coaching pour bien encadrer les athlètes. Parce que si tu es tout seul et que tu en as 50, bah, les mecs vont se débrouiller seuls, amener d'autres connaissances pour coacher, et ça sera pas fait comme moi j'en ai envie, tu vois. Toi, personnellement, en plus de ça, qu'est-ce que ça te crée, cette aventure, en termes de... Voilà, moi je te dis, je pense la plus grosse satisfaction, au-delà de la progression de mes athlètes, c'est le fait de permettre à mes coachs de vivre que de ça, et d'arrêter peut-être un emploi qui leur plaît pas, et se projeter vraiment là-dessus, et qu'en plus ils se projettent pour nous aider à faire grossir la structure. Ça, je pense, c'est le truc le plus gratifiant pour moi à l'heure actuelle, c'est ça. Et même en tant qu'entrepreneur, tu lances un projet, ça grossit, tu le développes avec plusieurs facettes, et du coup, tu as toujours un axe et un pilier à développer. Ça, c'est hyper important pour moi, sinon tu t'ennuies et terminé, quoi. Si je fais juste mon coaching avec mes athlètes, au bout de 5 ans, 10 ans, bon, ça devient redondant. Là, chaque 6 mois, chaque 1 an, tu as un petit projet qui se met en place, un podcast, une compète, l'intégration d'un prépa mental, enfin plein de choses, tu vois. Et ça tient alerte et ça permet d'être motivé tout le temps, quoi. Je pense que c'est ça. Ok, bon, bah, Alexis, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Bah, du coup, Instagram, sur le compte OPT, YouTube OPT Coaching, et mon compte perso, c'est Alexis OPT, tout simplement. Magnifique, parfait. N'oubliez pas, les amis, de liker la vidéo, abonnez-vous si vous êtes sur YouTube, mettez une petite review, 5 étoiles si vous êtes sur Spotify, machin, Deezer. Personne n'est sur Deezer, mais c'est pas grave, Apple Podcast, etc. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci tout le monde, salut. Salut.